Après des années de travail, tout est retombé à zéro, en un jour. ZK Sync est enfin là, et certains le maudissent, d'autres sont frustrés, et certains l'observent juste avec scepticisme. Ouais, le doute revient. Les airdrops ont-ils encore un avenir? L'annonce tant attendue de l'airdrop de ZK Sync est arrivée. Et c'est une immense déception. Après plus d'un an d'interaction sur la chaîne, le résultat final laisse tout le monde sur sa faim. Certains disent même qu'il aurait été mieux en fait de pas faire d'airdrop. Avant, au moins on avait un peu d'espoir. Mais maintenant, c'est terminé. Plus d'airdrop, pas de token, plus d'espoir, rien. Certains influenceurs avaient même des dizaines de comptes qui faisaient interagir avec la chaîne dans les règles de l'art. Mais ils ont quand même rien obtenu non plus. Beaucoup d'utilisateurs sont frustrés et la communauté est inondée de plaintes. Pire, des rumeurs rapportent que des personnes auraient même contracté des prêts pour participer aux interactions sur la chaîne, et tout ça pour rien. Du coup, ils se sont même pas qualifiés pour l'airdrop, et certains se seraient même carrément suicidés. Mais alors, pourquoi cet airdrop de ZK Sync a causé autant de frustration? Est-ce qu'on peut vraiment devenir riche grâce aux airdrops? Et pourquoi est-ce que les gens ils se sentent toujours trahis par les airdrops ces temps-ci? Parlons de tout ça en détail aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, ZK Sync c'est quoi? C'est un layer 2 lancé par Matter Labs pour améliorer la scalabilité du réseau Ethereum en utilisant un ZK Rollup, le Zero Knowledge Proof. C'est l'un des 4 rois du layer 2 comme ils disent, aux côtés d'Optimism, Arbitrum et Starknet. Ils ont levé 458 millions de dollars de financement entre 2019 et 2022, et les investisseurs d'ailleurs de ce projet, c'est tous des boîtes ultra connues. Le mainnet de ZK Sync Era, il a été officiellement lancé en mars 2023. Et à l'époque, le fondateur avait mentionné qu'il pourrait falloir attendre près d'un an avant qu'ils émettent les tokens. Donc le ZK token. Ce qui sous-entendait en fait par là à l'époque, c'est je vous donne un an pour interagir avec la chaîne et ensuite je ferai un airdrop. À ce moment-là, en fait, beaucoup de gens avaient raté l'airdrop d'Arbitrum et sont donc rapidement tournés vers ZK Sync. Et ils ont commencé à interagir avec la chaîne. Du coup, 12 jours après le lancement du réseau principal, le mainnet, le nombre d'utilisateurs sur ZK Sync avait atteint 260 000 personnes. La TVL, elle était montée à 100 millions de dollars et elle est restée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde voulait participer. Et donc, nous y voilà enfin, les gens ils ont participé, ils ont interagi avec la chaîne. Et on est au fameux moment de l'airdrop. Il y a quelques jours, le 11 juin, ZK Sync a annoncé le plan de distribution de l'airdrop. Donc la semaine prochaine, ils ont prévu de distribuer 3,6 milliards de tokens ZK aux premiers utilisateurs et contributeurs lors d'un airdrop qui sera fait en une seule fois. Et donc 89% ira aux utilisateurs. Le processus, ça comporte 4 étapes. D'abord, on vérifie si on est éligible. Ensuite, il vérifie donc qu'il y a une allocation, une formule pour l'allocation des tokens. Ensuite, ils appliquent des multiplicateurs à des adresses spécifiques et enfin, ils excluent les adresses suspectes, les fameuses Sybille. D'après les règles de l'airdrop, les utilisateurs pouvaient se qualifier en effectuant diverses actions au niveau de l'écosystème, donc au sein de l'écosystème j'ai envie de dire, donc l'écosystème ZK Sync. Ces actions, elles incluent d'interagir avec les contrats, les smart contracts, pledger des tokens sur la DeFi, faire des dons via Gitcoin, être détenteur de certaines NFT, trader sur la ZK Sync Lite, des choses comme ça. Un point clé, c'est la formule de scaling qui est basée sur la valeur et le temps. Plus vous déposiez en fait des actifs sur la chaîne proche de la date de lancement du mainnet, donc l'année dernière, plus le poids donc de votre adresse, de votre portefeuille est important. C'est un peu comme le système de points de Blast, si on devait faire une comparaison. Et donc chaque adresse peut aussi avoir un multiplicateur via une campagne de contribution spéciale et enfin, il faut passer le test anti-Sybille. Et vous pouvez prétendre à l'airdrop. Normalement, ces jours-ci, vous savez si vous êtes éligible ou pas. Et ça se passe pas super parce qu'en fait, si les règles, elles étaient juste strictes ou même un petit peu bizarres, la communauté, elle aurait pu les accepter. Mais là, on a des manœuvres de ZK Sync qui ont soulevé quand même beaucoup de questions. Parce que pour commencer, les utilisateurs, ils doivent répondre à l'un des 7 critères officiellement annoncés. Mais en fait, même si on remplit ces critères, ça ne garantit pas qu'on aura un airdrop. Vous l'avez sûrement vu d'ailleurs. Toutes les décisions en plus qui sont de qui obtient quoi, elles sont prises par ZK Sync de manière unilatérale. Donc la communauté, là, elle est énervée, quoi. Et donc, en effet, on a beaucoup d'utilisateurs maintenant qui ont l'impression que le but de ZK Sync, c'est quoi? C'est avant tout c'est une manière un peu détournée de garder pour eux les tokens que les utilisateurs ils devraient obtenir. Et en plus, on a l'analyse d'Artemis. Artemis, c'est un chasseur de civils sur X, Twitter. Selon lui, il y aurait beaucoup de comptes fantômes dans la liste des airdrops de ZK Sync. Et on a une partie de portefeuille qui ne sont pas actifs et qui auraient quand même reçu un nombre significatif d'airdrops. Donc ça sent la manipulation un petit peu en interne, tout ça. Ça sent pas bon. Donc du coup, voilà, le prix du token, il a chuté. Et la communauté ZK, elle est furieuse.
Il y a plus de 700 000 portefeuilles en fait qui sont éligibles à l'airdrop temps attendu, alors qu'en fait il y avait 6 millions d'adresses actives qui ont participé aux interactions sur la chaîne. Ça signifie qu'en fait il n'y a que 10% des participants qui ont pu obtenir l'airdrop. Les chances de ne pas en recevoir, c'est super élevé quoi. Et donc si vous ne recevez pas l'airdrop, vous pouvez même pas couvrir vos coûts pour tout ce que vous avez fait pour interagir avec la chaîne sur l'année passée. Et puis c'est pas juste du tout. Il a dit, à l'époque on sentait voilà il faut interagir avec la chaîne, on aura un airdrop. Mais au final, que 10% des gens qui en ont quoi. Et donc il y a même, comme je vous disais, des rumeurs de personnes qui auraient contracté des prêts pour avoir de quoi participer activement parce qu'ils pensaient que ça serait juste et qui se seraient suicidées du coup après avoir découvert qu'en fait elles n'étaient pas éligibles à l'airdrop. Pas terrible. Donc le 14 juin, après 3 jours de critiques intenses, l'équipe du projet a finalement répondu en admettant des imperfections, mais en affirmant quand même avoir fait des compromis raisonnables. Donc en gros, on ne change rien. Donc ça suffit pas et la communauté reste furieuse. Moi je pense personnellement que l'âge d'or des airdrops basés sur les interactions, ça pourrait bien se terminer du coup avec ces histoires de ZK-Sync. Je pense que c'est la fin d'une époque. Parce qu'après tout, de toute façon, les airdrops c'est plus ce que c'était. Les airdrops ça a bien changé. Avant, tout le monde pouvait avoir sa part du gâteau. Mais aujourd'hui, les projets imposent des politiques très strictes pour éviter en fait que les tokens ne soient distribués aux spéculateurs et aux farmers d'airdrop. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre et ça fait sens. Mais voilà, c'est pour ça que les responsables des projets, ils adoptent généralement 2 stratégies. Il y en a une que je préfère par rapport à l'autre. La première stratégie, c'est quoi? La première stratégie, c'est d'annoncer clairement les critères pour les airdrops. Comme l'ont fait Blast, comme l'ont fait Eigenlayer, je sais jamais comment est-ce qu'on le dit. C'est simple, c'est clair, plus vous stackez, plus vous obtenez d'airdrops. Et l'autre stratégie, donc comme là on a pu voir, c'est de garder les critères vagues. On utilise un langage ambigu pour maintenir la communauté en haleine, et de cette manière tout le monde voit le potentiel, tout le monde est motivé, on a une émulation effectivement, les gens utilisent la chaîne, etc. Il se passe des choses, mais personne ne connaît réellement le résultat exact, personne ne peut prévoir ce qui va se passer le jour de l'airdrop. Et pour la première stratégie, en fait, c'est clairement un jeu d'argent. Tout le monde participe en fonction de sa situation financière. Et l'airdrop, au final, il est simple. Vous l'obtenez ou vous l'obtenez pas. Avec des règles comme ça, les petits investisseurs, ils ont moins de risques d'être lésés. Pourquoi? Parce que les règles sont claires. Ceux qui trouvent que les règles sont défavorables, ils misent tout simplement pas gros. Ou ils misent pas. Et ils évitent ainsi des situations où on a en fait d'énormes espoirs et on se retrouve avec une énorme déception. Moi, j'ai adoré. La deuxième stratégie, ça ressemble plus à un pari. C'est du gambling. Les règles sont floues, mais on présente des bénéfices apparemment énormes. En fait, on crée une illusion. Avec ce genre de fonctionnement, l'équipe du projet, elle a un contrôle total. Et les participants, en fait, ils n'ont aucune marge de négociation. Ça pousse les participants à agir impulsivement, ce qui mène souvent à la déception. Quand les règles sont floues et que l'équité du jeu est douteuse, les profits réalisés par les participants, en fait, généralement, c'est purement dû à la chance. C'est un pari, c'est tout. Et puisque tout repose sur la chance, faut surtout pas risquer toute sa fortune et encore moins contracter des prêts pour y participer. C'est pour ça que parier gros dans ce genre de projet, en fait, c'est une très mauvaise stratégie. Quoi qu'il en soit, vu le marché actuel, si vous voulez continuer à chasser les airdrops et en tirer du profit, je vous conseille de vous concentrer sur l'écosystème Bitcoin. On est actuellement dans une période critique pour Bitcoin et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire. Et une fois que en fait, on aura davantage d'équipes de projets qui se lanceront et plus d'experts qui déploieront leurs contrats, leurs scripts et tout ça là-bas, ça va devenir de plus en plus difficile pour les gens ordinaires de réaliser des profits considérables. C'est maintenant qu'il faut y aller, je pense. Mais ouais, le marché il est devenu complexe en fait. En plus, on a désormais plein de traders pros, plein de gros acteurs déjà très actifs dans l'écosystème crypto. On a encore les institutions et tout ça, les ETF et tout ça. Donc voilà. Et puis les baleines maintenant, elles sont prêtes en fait. Quand on a de nouveaux projets qui se lancent, les gros poissons, ils sont prêts à en profiter directement. Et donc pour nous, les petits investisseurs, trouver des bonnes opportunités, ça devient vraiment compliqué. Il faut bien comprendre les règles du marché, connaître aussi nos propres capacités personnelles aussi, et protéger nos investissements pour éviter les pertes inutiles. Il faut jouer avec les gros maintenant, donc monde de requins, et il y a de plus en plus de requins quoi. Enfin bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais surtout encore une fois, surtout avant qu'on se quitte, si vous avez des projets comme ça avec des airdrops où les trucs ne sont pas clairs, encore une fois ne faites pas de prêt et ne faites pas de all-in. Faites attention à votre capital, protégez-vous. Voilà, si les règles sont pas claires, si on ne sait pas comment va se passer l'airdrop, faut pas y aller comme on a pu voir là, les gens où ça se termine en suicide, faites pas ça. Ah bon voilà. Allez à la prochaine dans la prochaine vidéo.